Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Jérémy Mercier. Je suis ravi de vous recevoir pour cette 15e émission de Science en conscience pour Réinfo Covid. Ce soir, mon invité sera Benoît Hox, médecin généraliste luxembourgeois et membre du collectif Réinfo Covid pour le Luxembourg, qui va nous parler du thème suivant, analyse sanguine post-injection, l'inquiétude grandit. Et vous allez voir que c'est assez inquiétant ce qu'il se passe effectivement. Donc, on va commencer dans quelques secondes et je vous dis. Alors, attendez juste un petit instant. Voilà, c'est bon. Donc, on va commencer en quelques secondes. Je vais juste passer le générique si ça fonctionne. Et on vous retrouve juste après avec Benoît. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes qui arrivez à l'instant. Donc pour cette émission Science en conscience numéro 15, analyse sanguine post-injection, l'inquiétude grandit. Je vais avoir le plaisir de recevoir donc Benoît Hox dans quelques secondes. Donc le sujet est assez, tendu puisqu'on parle de quelque chose de tout à fait d'actualité, très censuré sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube. Et il est possible, même quasiment sûr, que je retire la vidéo juste à la fin de la diffusion sur YouTube. Elle sera hébergée sur Crowdbunker. On mettra le lien sous la vidéo et ça peut-être que ça restera sur Facebook ou bien ce sera censuré, je ne sais pas encore. En tout cas, l'émission est en direct actuellement et je vais accueillir tout de suite Benoît Hox. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va. Alors, Benoît, je vais te laisser présenter. Donc, tu es donc au Luxembourg, tu es médecin généraliste et tu as fait des découvertes plutôt surprenantes. Il y a déjà un petit moment en fait, et puis il y en a d'autres qui se rajoutent avec le temps. Moi, je t'ai vu il y a quelques mois, je crois, ou quelques semaines, je ne sais plus exactement maintenant. Tu parlais de taux sanguin de D-dimère. On va revenir tout à l'heure là-dessus, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Alors, je suis médecin généraliste au Luxembourg. Je suis français d'origine. Ça fait 25 ans que je suis au Luxembourg. J'ai un cabinet de médecine générale. Je travaille beaucoup. Je fais 40 à 50 patients par jour et je fais beaucoup de gardes en plus. Donc, je vois beaucoup de pathologies. Je visite beaucoup de gens. Je me retrouve dans des situations d'urgence aussi. Donc, je vois pas mal de pathologies en première ligne. Ça, c'est très important de le dire. Je vois la première ligne, ce qui se passe vraiment dans la population. Voilà. Et donc, là, il y a des choses très intéressantes et je veux témoigner de cela parce qu'on n'est pas au courant de plein de choses. Ok. Et à quel moment tu as commencé à te rendre compte qu'il y avait un truc qui clochait suite à ces injections expérimentales ? Alors, à quel moment ? Il y a eu le début des vaccinations dans plusieurs pays, surtout en Angleterre, en Israël, au Portugal. Ils ont commencé les vaccinations assez tôt. Et directement, j'ai essayé de me renseigner pour savoir ce qu'on retrouvait comme effet indésirable. Alors, j'ai la chance d'être avec Hervé Seligman ici au Luxembourg, qui est un luxembourgeois israélien qui a des contacts en Israël et qui m'a donné beaucoup de renseignements. J'ai eu des renseignements aussi par Alexandra Anyankode, qui m'a parlé des effets indésirables. Je lui ai tout de suite posé la question, qu'est-ce qu'on retrouve comme effet indésirable en Israël ? Parce qu'Israël finalement était une expérimentation pour nous autres, parce qu'ils ont commencé la vaccination avant nous, donc on a su par eux ce qui se passait exactement en Israël. D'ailleurs, le directeur de Pfizer a dit qu'Israël était vraiment le site d'expérimentation pour le vaccin. Oui, il s'en est même pas caché, hein. C'est vraiment le terme utilisé. Comme si les Israéliens étaient vraiment des cobayes pour tout le monde, quoi. Ok. Malheureusement pour eux. Hein. Alors oui, Alexandra surtout et Hervé Seligman m'ont tout de suite parlé des effets cardiovasculaires et des effets neurologiques. Donc tout
tout de suite, j'ai été prévenu et j'allais chercher, finalement, j'étais orienté pour chercher des problèmes cardiovasculaires et des pathologies neurologiques. Mmh. Dès que je voyais quelque chose un petit peu cardiaque ou du vasculaire ou des problèmes neurologiques, je les cherchais en fait. Je les ai régulièrement cherchés. Et j'ai aussi cherché avec des analyses de sang. Donc, toute personne qui se présentait à mon cabinet depuis le mois de février environ, parce qu'on a commencé les vaccinations au mois de février à peu près au Luxembourg. Donc, toute personne qui se présentait ayant fait le vaccin, je leur demandais de faire une analyse de sang. Alors, je signale, hein, ces personnes étaient en relativement bonne santé et on attendait un résultat, même avec le vaccin à l'époque. On se disait, bon, ça va marcher, parce on va vacciner les personnes âgées, on va avoir une immunité comme ils le disent. On ne savait pas quel était le pourcentage d'immunité, parce qu'on a du mal un petit peu à leur faire confiance après tout ce qui s'est passé. Mais on attendait quand même une immunité, puis on se disait, ça va quand même marcher avec les personnes âgées. Et on va voir s'il y a des effets indésirables avec ce vaccin. Donc, j'ai fait les analyses de sang chez des personnes qui étaient bien portantes, qui avaient fait le vaccin. Et puis, par hasard, on retrouvait des analyses de sang qui étaient, mais alors vraiment très, très, très anormales, avec des Mmh. dédimères qui étaient très, très élevés. Normalement, les dédimères ne doivent pas dépasser 500. Alors, chez les personnes âgées, ça peut être acceptable qu'elles vont jusqu'à 700, 800, 900, peut-être 1000. 1000, c'est encore acceptable. Au-dessus de 1000, c'est déjà vraiment pathologique. Au-dessus de 2500, là, il faut les envoyer à l'hôpital parce qu'on ne peut pas garder une personne en cabinet de médecine générale avec plus de 2500 de dédimères. C'est normalement un risque d'embolie pulmonaire ou de phlébite ou d'accident vasculaire cérébral. C'est une thrombose normalement, hein. Les dédimères sont les facteurs de thrombose pour chercher les thromboses. Donc là, on ne peut pas les garder parce que s'ils nous font un problème de thrombose dans les 3 jours, parce qu'ils sont bien lorsque je les vois au cabinet, mais on se dit, 2500 dédimères, c'est un risque de thrombose, c'est un risque d'embolie pulmonaire. Il faut les envoyer à l'hôpital pour faire un bilan, pour vérifier qu'ils n'ont pas une embolie pulmonaire ou quelque chose comme ça. Et ces patients, on ne trouve rien. On ne trouve rien du tout. Il y a un autre facteur que j'ai regardé régulièrement, plusieurs autres facteurs. J'ai regardé la ferritine aussi, pour regarder s'il y avait une augmentation de la ferritine, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait une augmentation de la ferritine. Je l'ai retrouvé quand même assez souvent, mais moins fréquemment. Les CRP, c'est une C-réactive protéine qui est en rapport normalement avec des infections ou des inflammations dans le corps. Une CRP, normalement, la limite est à 5. Et là, je trouvais régulièrement des CRP qui étaient au-dessus de 50, même 100, 120, 180. C'est très, très bizarre. Une CRP à 120, 180, c'est une infection, c'est une appendicite, c'est une pneumonie, c'est une péritonite. C'est jamais des gens qui se présentent chez nous en étant bien, quoi. C'est des personnes qui font des frissons, qui ont une douleur quelque part, qui présentent une infection grave. Donc, il faut les envoyer à l'hôpital. Et on ne trouve rien. On ne trouve pas d'infection. On ne trouve rien du tout. Et ils n'ont pas, Alors, de symptômes. Ils sont fatigués. Ils sont juste fatigués. Mais j'ai jamais vu de cas graves chez ces patients, hein. J'ai 350 analyses de sang et je sais pas alors sur environ 30%, on trouve des dédimères élevés. Chez une trentaine, on trouve des dédimères très élevés. Une soixantaine de personnes avec des CRP élevés ou très élevés. Donc 20%. 20% de CRP très élevés. 20% des pertes. Non, il y a de l'écho. Je vais du coup peut-être couper ton micro pendant que je parle. Oui, donc il y a 20% des personnes vaccinées qui ont ces dédimères très élevés, ou c'est 20% de ta patientèle? De patients vaccinés. 20% des patients vaccinés. Oui. Ok, ça marche. D'accord. Et c'est pareil pour les CRP élevés? Oui, oui. Alors non, les dédimères, j'en ai environ 30% d'élevés, et plus chez les femmes que chez les hommes. Et les CRP, 20% d'élevés, mais très élevés. Alors, je dirais que les dédimères, on peut encore voir des dédimères qui sont élevés chez des personnes qui ne sont pas pathologiques. Une femme enceinte, par exemple, a des dédimères qui sont légèrement élevés, mais ça ne va pas dépasser les 1000. Et s'il y a plus de 1000 de dédimères, il faut l'envoyer à l'hôpital pour regarder si elle ne fait pas une phlébite ou quelque chose comme ça. Dédimères à 2500, on envoie à l'hôpital. On ne garde jamais une personne en médecine générale avec plus de 2500 dédimères. Il y a obligatoirement un risque d'embolie pulmonaire, donc on ne peut pas garder à domicile une personne avec plus de 2500 dédimères.
J'en Alors, ai j'ai une trentaine de cas avec plus de 2500 dédimères. d'accord. On Alors, pas juste, on va revenir sur des fondamentaux, juste parce qu'il y a plein de gens qui me posent la question. Peut-être qu'on aurait dû passer ces quelques secondes ou quelques minutes à dire c'est quoi les dédimères et c'est quoi la CRP? Qu'est-ce que c'est? je reprends. Quand une analyse de sang, ça va nous permettre de rechercher des pathologies. Les dédimères sont un facteur des thromboses dans le sang. Les dédimères, c'est une molécule qui est une dégradation de la fibrine et des fibrinogènes qu'on retrouve au niveau du sang et qui marquent une dégradation des plaquettes et donc une inflammation au niveau du sang. Et lorsqu'on a des dédimères élevés, on a une forte suspicion de thrombose. D'accord. Donc, c'est un marqueur qui indique qu'il y Un a une marqueur. suspicion de thrombose. Et est-ce qu'on peut rappeler aussi ce que c'est qu'une thrombose et embolie pulmonaire et je ne sais plus quel autre terme tu as utilisé tout à l'heure? Alors, Le, thrombose déjà. le sang circule dans les vaisseaux et il y a régulièrement des facteurs qui sont dans le sang qui sont là pour contrôler, premièrement, que le sang ne soit pas trop liquide, sinon on risque des saignements, et deuxièmement, que le sang ne soit pas trop visqueux ou pour qu'il n'y ait pas de thrombose. Le thrombose, ça va boucher une artère. Une artère qui est bouchée, c'est un organe qui ne vit plus, c'est un organe qui va se nécroser. Et donc, s'il y a une grosse artère qui est bouchée, ça va par exemple dans un poumon, on va avoir une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire avec une grosse artère qui est bouchée, c'est toute une partie du poumon qui ne fonctionne plus. D'accord. Donc, Donc, juste pour dire, une thrombose au niveau de l'artère pulmonaire, c'est une embolie pulmonaire. C'est la même chose. c'est une embolie pulmonaire, oui. D'accord. Et une thrombose, c'est une forme de caillot sanguin qui bloque du coup une artère. Un caillot, c'est un bouchon. C'est un D'accord. bouchon formé de plaquettes qui se sont coagulées avec des globules rouges, qui se D'accord. coagulés les uns sur les autres et qui bouchent l'artère. D'accord. Quand il y a thrombose ou comment on dit ça? Quand il y a suspicion de thrombose, c'est une urgence. Bah, c'est une urgence, oui, c'est une urgence. Si c'est une grosse artère, c'est vraiment une urgence vitale. Mmh. Si c'est une thrombose au niveau cérébral, c'est un accident vasculaire cérébral, c'est un risque de mortalité ou d'hémiplégie, de paralysie. Si c'est une artère au niveau du cœur qui est bouchée, ça risque d'être un infarctus. Donc le décès peut arriver rapidement. Embolie pulmonaire, si c'est une grosse artère, c'est un risque vital. Si c'est une thrombose au niveau d'une veine du jambe, c'est une phlébite. C'est donc aussi quelque chose à traiter rapidement. Il n'y a pas de risque vital, mais c'est à traiter rapidement. Mmh. Maintenant, il peut y avoir des microthromboses, des toutes petites thromboses qui touchent les toutes petites artères. Mmh. Alors ça, c'est un diagnostic qui est très très différent, avec un pronostic qui est très très différent. C'est pas un pronostic à court terme, mais c'est un pronostic à long terme. Parce que pour qu'un organe soit en insuffisance, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne plus, il faut qu'il y ait environ 60 à 70% des artères qui soient bouchées, des micro-artères, des artérioles qui soient bouchées. Et c'est mon plus grand problème actuellement avec justement ces dédimères, parce qu'on ne trouve rien. On a des dédimères qui sont très très élevés, mais on ne trouve rien. On ne leur trouve pas d'embolie pulmonaire, on ne leur trouve pas d'accident vasculaire cérébral, mais ils ont quand même ces dédimères qui sont très très élevés. Et en fait, ces dédimères sont peut-être en train de boucher des toutes petites artères. Et On quel peut est le le risque? savoir? On peut avoir confirmation de ça ou c'est compliqué? Alors, justement, on arrive justement à ces études qui ont été faites en Allemagne avec les autopsies. Ça a commencé par les autopsies qui ont été faites par le professeur, excuse-moi, je vais chercher le nom parce que je me souviens pas, le professeur Schirmacher, qui a fait des autopsies sur 40 personnes au mois d'août 2021, et il a reclassé 30 à 40% en mortalité de vaccin. C'est-à-dire qu'il D'accord. a étudié, il a fait des autopsies sur 40 personnes qui étaient décédées d'infarctus du myocarde ou de problèmes vasculaires. Et en faisant les autopsies, il a remarqué des lésions qui lui ont fait penser que ces personnes étaient mortes du vaccin. Et il a reclassé 30 à 40% des personnes qu'il avait vues en pathologie morte, en fait, en décès du vaccin. Parce que ça ressemblait pas à des accidents cardiaques classiques, c'est Ah bah, ça? ce n'était pas. En fait, quand on déclare qu'une personne est morte d'un infarctus du myocarde, on va trouver une thrombose au niveau d'une artère du cœur. Mmh. On ne va pas trouver d'autres problèmes au niveau des autres artères, au niveau des autres organes.
Or, le professeur Schirmacher a trouvé des lésions disséminées dans tout le corps. Mhm. Donc, D'accord. ce n'est pas seulement une mort d'un infarctus, ce n'est pas au niveau du cœur qu'il a fait un problème, c'est un problème multiple, au niveau de multi-organes. Et qui ne peut être expliqué que par une réaction au vaccin? Alors, il en a trouvé, je dis, il l'a trouvé chez 30 à 40%, et c'est des lésions qu'on n'a jamais vues. C'est D'accord. des qui ont été décrites, en plus avec une forte infiltration de lymphocytes au niveau des tissus. Les lymphocytes, c'est des cellules inflammatoires. Et c'est des lésions qu'ils n'ont jamais vues. Ça a été confirmé en septembre 2021 à Reutlingen, c'est près de Stuttgart. C'est 3 pathologistes, Dr Burkhard et Lang aussi, qui ont fait des études histologiques justement sur encore d'autres personnes et qui ont étudié sur le plan histologique les lésions qu'ils ont trouvées. Et ils ont trouvé énormément de lymphocytes et des espèces de lymphomes qu'ils n'avaient jamais vus. C'est des lésions qu'ils n'avaient jamais vues sur le plan histologique. Et même, ils ont été surpris parce qu'ils ne les cherchaient pas et ils ont été obligés de bien regarder pour trouver des choses qu'ils n'avaient jamais vues. D'accord. Alors ça veut dire que c'est encore une fois sur des autopsies, donc des prélèvements de tissus sur des personnes décédées. C'est Oui. bien ça? Et alors là, je me suis rappelé ce que Dolores Cahill, j'avais vu une interview de Dolores Cahill. C'est une virologue irlandaise qui avait parlé des études histologiques qui avaient été faites en 2012. Et il y a une étude qui était sortie et lorsqu'ils avaient fait des essais pour faire un vaccin contre le Covid en 2012. Et ils avaient apporté cette conclusion qu'il fallait absolument faire des autopsies pour vérifier justement la mortalité due au vaccin. Parce que les Mmh. autopsies qu'ils avaient faites lors de cette étude en 2012, ils avaient vu qu'il y avait des microthromboses et des problèmes inflammatoires disséminés dans le corps. Et que Dolores Cahill elle l'avait dit au mois de mars, je crois, ou même avant, elle avait dit il va falloir faire des autopsies. Il va absolument falloir faire des autopsies parce que c'est les autopsies qui vont nous permettre de voir si les gens décèdent vraiment du vaccin. Mmh. Je me suis OK. rappelé de cette vidéo que j'avais vue. Et donc là, justement, on retrouve ces confirmations par ces pathologistes, ces histopathologistes en Allemagne. Mmh. OK. Et quand ces personnes donc, chez qui on voit des pour revenir aux patients que tu vois, qui ont donc, des marqueurs très élevés, donc à la fois D-dimer et aussi CRP, est-ce que dans leur état de santé, il y a quelque chose qui peut donner un indice que ça va pas? Ou bien c'est juste l'analyse sanguine qui est bizarre? Alors eux, ils ont analysé des personnes qui sont décédées. Ouais, Et bien sûr, de toute façon, on fait des autopsies sur des personnes qui sont voilà. décédées. Du coup, là, je parle des analyses sanguines de tes patients qui présentent des marqueurs très élevés. Est-ce que chez ces personnes-là, donc en vie, est-ce qu'on voit des symptômes particuliers? Est-ce qu'on arrive à mesurer quelque chose qui montre que quelque chose au niveau de la santé ne fonctionne pas correctement? Alors justement, chez les personnes décédées, ils ont trouvé des phénomènes inflammatoires et des thromboses au niveau des petites artères qui leur ont permis de dire que ces personnes sont décédées du vaccin. Et dans la pathogénèse du vaccin, dans la physiopathologie de la mortalité du vaccin, ils ont trouvé donc des phénomènes de thrombose et des phénomènes inflammatoires. Mmh. Et là, oh surprise pour moi, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je trouve, moi, chez des patients qui sont encore en vie, mais qui sont fatigués, juste fatigués, et chez qui on retrouve justement cette CRP, Mmh. phénomène inflammatoire, et phénomène. Alors, eux, ils ont décrit que ça ressemblait à des lésions de rhumatisme inflammatoire. Mmh. Le rhumatisme inflammatoire, ça ne touche pas seulement les articulations, ça peut toucher les glandes salivaires, comme un Sjögren, ça peut toucher la peau, comme le lupus, ça peut toucher des vaisseaux, comme des vascularites, ça peut toucher la thyroïde, comme des Hashimoto, des choses comme ça, des maladies de Hashimoto, des maladies auto-immunes. Donc ça, c'est des phénomènes inflammatoires rhumatismaux. Les CRP, ça peut être une infection, mais ça peut être aussi un phénomène inflammatoire rhumatismal. Mais les phénomènes des rhumatismes inflammatoires, moi j'ai déjà cherché des CRP dans des rhumatismes inflammatoires, ça allait jusqu'à 10, 20, 30.
J'avais jamais vu des résultats jusqu'à 120, 150, 180. J'avais jamais vu ça. 120, Mhm. 150, 180, pour moi, c'était une pneumonie. C'était vraiment une appendicite qui a déjà duré depuis 3 jours, une péritonite ou quelque chose comme ça. C'est des choses qu'on voit en hôpital ou qu'on envoie à l'hôpital directement parce que c'est des Mhm. urgences. Là, on trouve rien sur le plan infectieux, donc il faut se reporter sur quelque chose de rhumatismal, comme une inflammation rhumatismale, mais une inflammation rhumatismale très importante. Et là, aux surprises, et j'étais content de voir ça finalement au niveau de ces autopsies qui ont été faites en Allemagne, parce qu'ils ont décrit des phénomènes rhumatismaux, ils ont décrit des lésions histologiques qui ressemblent à des lésions inflammatoires rhumatismales, avec Mhm. beaucoup de lymphocytes, des granulocytes, des choses qu'ils voient normalement dans l'histologie des pathologies rhumatismales. Ok. Donc tout se confirme. Et en plus, ils voient des thromboses d'artères, des micro-thromboses d'artères. Donc tout se confirme. Ce qu'ils ont trouvé sur le plan histologique est confirmé par ce que moi je vois dans les analyses de sang. D'accord. Donc, il est possible qu'avant que les gens décèdent de ces pathologies, on le voit déjà au niveau des analyses de sang et on peut déjà prévenir ces problèmes-là. Donc, il y a urgence. Moi, j'ai fait mon boulot de médecin généraliste et j'ai simplement fait des analyses parce qu'en fait, je suis en première ligne. Je suis en première ligne et je peux voir des patients qui apparemment ne présentent aucun problème clinique, symptomatologique, ou juste des fatigues, mais qui en fait ont déjà les signes biologiques de pathologies qui vont peut-être arriver à l'avenir. Tu Mhm. comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, absolument. Ça veut dire que ces personnes-là qui ont l'air bien portantes, hormis cette fatigue, Oui. pourraient se transformer en personnes en très mauvaise santé avec risque vital, comme celle qui arrive et qu'on observe en autopsie donc en Allemagne là. Alors, il y a aussi un autre professeur qui est très important en Allemagne, qui est très très connu, qui s'appelle le docteur Bagdi, le professeur Bagdi, qui lui explique ces phénomènes de thrombose et qui dit que si on fait des microthromboses dans le corps, eh ben, à moyen ou long terme, on va obligatoirement faire. Si par exemple on fait des microthromboses au niveau du foie, le foie peut régénérer ça. Mais si on fait des microthromboses au niveau du poumon, ça ne peut pas se régénérer. Et que si vous faites plein de microthromboses au niveau des poumons, vous allez avoir des bouchons dans les artères et vous allez avoir une pression dans les artères pulmonaires. Et la pression dans les artères pulmonaires va se répercuter sur le cœur. Donc vous allez Mhm. faire une insuffisance pulmonaire, respiratoire et une insuffisance cardiaque. Cardiaque. L'hypertension pulmonaire va créer une hypertension au niveau du cœur, ça va vous faire gonfler votre cœur et vous faites une insuffisance cardio-respiratoire, je ne sais pas quand. Mhm. Dans Ok. les... Et c'est un risque. Moi, j'ai les éléments, j'ai la certitude d'avoir ces éléments, et je pourrais les montrer, ces analyses de sang que j'ai là. Mhm. Euh, j'ai la certitude d'avoir ça. Le risque, il est probant, il n'est pas certain, je ne le sais pas, c'est une nouvelle pathologie. On se retrouve devant. Moi, j'en avais déjà parlé au mois d'avril, j'appelais ça la COVID vaccinale, j'avais appelé ça par hasard. La Euh, Covid? la COVID vaccinale, je l'avais appelé. D'accord. Covid Parce que vaccinal, ok. Mm. oui, Mm. on a une nouvelle pathologie et les professeurs Mm. Burkhardt et à Reutlingen disent que c'est une nouvelle pathologie sur le plan histologique aussi. Ils ne Mhm. connaissent pas ça, ils n'ont jamais vu ça. Mhm. Ok. Une pathologie où on a à la fois des microthromboses et une inflammation de certains tissus. Oui, une Ah, inflammation d'allure rhumatismale. d'allure rhumatismale. Ok. Donc c'est une nouvelle pathologie qu'on est en train de créer, qui n'a pas encore de nom, mais qui est donc une conséquence a priori de ces vaccins. Bah, il faut le penser parce que c'est des lésions qu'on trouve dans tous les organes. Mhm. On le retrouve dans tous les organes, partout, dans le corps. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont reclassé ces patients décédés d'infarctus ou d'autres pathologies cardiovasculaires, ils les ont reclassés en décès du vaccin, c'est parce qu'il y avait des lésions multiples, multi-organes, Mhm. Ok. qu'on n'a jamais vues. Donc Et ça ça, doit être nouveau. Et ce qu'il y a de nouveau actuellement au niveau de la pathologie, c'est les vaccins. Et c'est les effets indésirables des vaccins. mhm. Et ça donc c'est vraiment nouveau. On n'a jamais vu ça avant. C'est C'est ce que disent les professeurs Burkhardt et le professeur d'accord. Ok. Schirmara.
Et j'avais d'autres questions. Est-ce que ces personnes, est-ce que tu as fait par exemple tester leur fonction pulmonaire et si oui, est-ce qu'on voit des modifications? Alors, ils sont fatigués. J'ai fait tester leur capacité chez certains, surtout au niveau cardiologique. Je les ai envoyés faire des bilans. Il y a certaines personnes qui sont fatiguées, d'autres qui se retrouvent relativement en forme. Bon, c'est des patients que j'ai mis aussi sous aspirine, sur cardioaspirine. C'est une aspirine de 100 mg pour fluidifier le sang, pour prévenir des problèmes. Mhm. J'arrive à faire baisser les dédimères avec ça. Les Mhm. CRP encore un petit peu élevés, mais j'arrive à les faire baisser aussi avec de l'aspirine. Et pour l'instant, j'ai pas eu de pathologie grave avec ces gens-là. Mhm. Euh, j'ai eu 2 décès, mais chez des personnes que j'avais pas testées auparavant. J'avais pas fait des analyses de sang. Des décès qui sont suspects parce que c'est des personnes d'environ une cinquantaine d'années qui sont décédées brutalement, qu'on a retrouvées Mhm. brutalement décédées. Les autopsies n'ont pas été faites, donc ils n'ont pas été reclassés en décès du vaccin. On ne sait pas. Ok. Mais Ok. toujours est-il que Schirmacher en Eurocligon dit il y a probablement une grande sous-estimation de la mortalité du vaccin. Mhm. Ok. C'est-à-dire qu'on fait passer pour normaux des décès qui ne sont pas normaux a priori. Et en plus, on est dans une propagande du vaccin, donc il ne faut surtout pas trouver de décès avec le vaccin, Mhm. parce que ça irait en l'encontre de la politique vaccinale de tous les pays en Europe. D'accord. Et est-ce Malheureusement, que... on en est là. Hein. Ouais. Moi, qu'on se comprenne bien, hein, je ne suis pas un anti-vaccin. Je pourrais vous citer des tas de vaccins qui sont très efficaces, et même d'autres vaccins, comme disait le docteur Raoult, le vaccin de la grippe, par exemple, pour les petits-enfants, ce serait peut-être un vaccin qui serait très intéressant à faire. Donc, je ne suis pas un anti-vaccin du tout. Mhm. Par Mhm. contre, je vais prendre un bon vaccin. Un mauvais vaccin, je ne le prends pas. Mauvais vaccin, j'en veux pas. Et probablement, ces vaccins, avec les données qu'on a au niveau de Dravigilance actuellement, sont peut-être parmi les plus mauvais vaccins qui existent et qui ont existé dans l'histoire de la vaccinologie. Ok. Je vais citer quelque chose, d'ailleurs, je vais dire juste une petite chose. Euh, en 2017, 2016-2017, ils ont fait le dengue vaxia aux Philippines. Mhm. Officiellement, il y a eu 600 enfants qui sont morts. Les Philippins me disent qu'il y a au moins eu 10 000 morts. Mais bon, on Mhm. va prendre les 600 morts qui sont arrivés. Le vaccin a tout de suite été arrêté et Sanofi Pasteur a un procès énorme. Mhm. Il y a une usine en France qui devait faire ce vaccin qui a été fermée parce qu'ils ne referont plus ce vaccin à grande échelle. Euh, donc, je pose la question, si on arrête un vaccin aux Philippines, un pays de 250 millions d'habitants, si on arrête le vaccin avec 600 morts, pourquoi on continue un vaccin en Europe avec 27 000 morts déclarés par Eudravigilance? Mhm. Et pourquoi il y a eu un procès chez Sanofi avec 600 morts et pourquoi il n'y a aucun procès chez Pfizer avec 27 000 morts? Mhm. Oui, ça pose question, c'est sûr. J'ai une personne qui demande si la fonction rénale, elle est affectée, s'il y a eu des mesures par rapport à ça, et elle parle de DFG. Je ne connais pas ce terme, hein, je ne sais pas ce que c'est DFG. Le débit de filtration glomérulaire. Ok, Et je regarde la créatinine. Et la créatinine, je n'ai pas vu vraiment de différence au niveau de la créatinine. Non. ok, Alors, ok, le rein a une capacité à régénérer aussi. Le foie a une capacité à régénérer. Je n'ai pas vu d'aggravation de la fonction rénale. ok, ok. Après, j'avais eu pas mal de questions. J'avais présenté le fait qu'on allait avoir cette réunion ensemble ce soir. Il y a des gens qui me posaient des questions par rapport à la transfusion sanguine. Est-ce que des personnes qui sont vaccinées, qui auraient peut-être du coup ces marqueurs très élevés et qui donnent leur sang, est-ce que quelqu'un qui recevrait ce sang de la part d'un vacciné avec des marqueurs élevés, est-ce qu'il y aurait danger pour la personne qui reçoit le sang? Alors, une personne vaccinée qui a des dédimères qui sont très élevés et une CRP qui est très élevée, en fait, il a probablement des lymphocytes et un phénomène inflammatoire dans le sang. Il a plus de lymphocytes et de granulocytes dans le sang, mais ça reste à des quantités très très faibles par rapport aux globules rouges et aux plaquettes qui sont dans le sang. Mhm. Les globules blancs sont largement inférieurs. Vous avez, pour un exemple, vous avez par millilitre de sang, vous avez 5 millions de globules rouges et 6 000 globules blancs. Les lymphocytes, les granulocytes, c'est très très inférieur aux globules rouges.
Donc, vous allez peut-être avoir une augmentation des lymphocytes et des granulocytes, mais ça ne doit pas se voir tellement au niveau de l'analyse de sang, au niveau des culots sanguins qui sont donnés par les dons du sang. Alors, par contre, ce que disait Alexandra Henry-Code, elle disait que lorsque vous avez une vaccination, vous avez 4 milliards de petits brins d'ARN qui sont balancés dans le sang, qui vont rentrer dans les cellules endothéliales et qui vont produire des spike protéines. Alors, quand on a fait le vaccin et qu'on a fait un don de sang, obligatoirement, on donne des spikes avec. Donc, on doit donner des milliards de spikes aux personnes qui sont transfusées par le sang d'un vacciné. Et le spike est probablement la petite protéine qui est à l'origine de la toxicité du vaccin. On n'en a pas encore la certitude, quoique maintenant, il y a quand même des pathologistes qui en sont pratiquement sûrs et qui disent qu'ils en sont sûrs. Que cette protéine, donc la spike, pourrait être responsable des microthromboses et de l'inflammation rhumatismale. Les pathologies du vaccin et les lésions qu'on trouve sur le plan histologique sont probablement dues à la spike. Ok. Question hyper terre à terre. Quelqu'un demande, au Luxembourg, les médecins ne sont pas vaccinés parce qu'en France, il y a une obligation vaccinale. Enfin, après, j'utilise le terme vaccin, mais vous savez que j'utilise plutôt le terme injection expérimentale. Est-ce que vous êtes concerné au Luxembourg en tant que médecin ou pas? Parce qu'en France, c'est obligatoire actuellement. Non. Pas Ok. Okay. Pour ma part, je ne suis pas vacciné, mais j'ai fait un Covid en avril 2020 et j'ai encore une très très forte immunité. Donc, je suis logique. Je me dis pourquoi, étant donné que j'ai une très bonne immunité, donc je ne peux pas normalement recevoir le virus comme toute personne vaccinée et je ne peux pas transmettre le virus comme toute personne vaccinée qui transmet le virus. Hein. Moi, je ne peux pas le transmettre et je ne peux pas le recevoir. J'ai une très très bonne immunité. Donc pourquoi je prendrais le risque de faire un vaccin qui a quand même une pathogénicité qui est quand même très importante? J'ai aucune raison de prendre des risques. Je suis quand même pas. Je ne vais pas prendre ce risque. Malheureusement, en France, les médecins n'ont pas eu le choix. Hein. Enfin, sauf s'ils avaient effectivement un certificat de rétablissement de moins de 6 mois ou je ne sais plus exactement. Par rapport, ils ont qu'à chercher un autre métier. Bah ouais, je pense aussi. Sinon, je me posais une question. On n'oublie pas. Ouais. Par rapport aux histoires de transfusion de sang, et donc peut-être qu'il n'y aurait pas trop de risques parce que voilà, la concentration en granulocytes et lymphocytes, elle n'est pas très élevée dans le sang qui est transfusé. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que le sang contienne peut-être de la spike, justement, qui viendrait créer les mêmes problèmes chez la personne transfusée? Ah si, je l'ai dit, hein, je viens de le dire. Hein, le spike, il y a du spike. Hein. C'est ça, parce que là, on va se récupérer ça. C'est pas le sang lui-même qui est problématique, c'est cette spike étrangère qui a été introduite par le vaccin et qui. Une petite protéine, ils n'arrivent pas à l'enlever, ça. Ils ne peuvent pas nettoyer, ils ne peuvent pas filtrer le sang de façon à enlever cette protéine, à enlever ce spike. En Israël, ils sont déjà en train de travailler. Il y a déjà des chercheurs qui sont en train de travailler pour faire des espèces de dialyse avec des immunoglobulines pour nettoyer le sang. Ils essaient déjà de travailler sur ça. Pour nettoyer le sang, pour éliminer la spike et les éventuels produits toxiques qui seraient. Il y a des scientifiques qui sont déjà en train de lancer des études pour créer des machines pour nettoyer le sang du spike des vaccinés. D'accord, donc c'est des prototypes. Oui. Ok. Est-ce que on peut imaginer que chaque dose supplémentaire, parce qu'en France on parle de la 3e dose, en Israël on parle déjà de la 4e dose, est-ce que chaque dose supplémentaire peut aggraver ces marqueurs déjà très élevés? J'en sais rien, je sais pas. Nous, on vient de commencer la 3e dose ici au Luxembourg. Maintenant, comme d'habitude, on se fixe sur ce qui s'est passé en Israël. Ils ont commencé la vaccination en Israël en début juillet et Hervé Seligman a fait une étude sur la 3e dose, on peut dire. La 3e dose en juillet. Oui, 3e dose. Ils étaient les premiers à le faire. Donc, comme d'habitude, ils sont l'expérience pour le monde entier. Ils ont fait environ 100 000 vaccinations par jour et ils sont actuellement à 4 millions de vaccinations sur un peuple de 9 500 000 habitants. Donc, ils ont une corrélation, mais alors on a une corrélation totale entre le nombre de décès et le taux de vaccination. On a vu des courbes totalement parallèles entre la vaccination et les décès journaliers. À un moment, on était à 40 morts par jour
en Israël et sur environ un mois et demi, ils ont fait environ 1 millier de morts. Et je cite le docteur Aviv, là, qui est directeur de l'hôpital Herzog de Jérusalem, un gros hôpital, qui nous a cité qu'il y avait 90% des formes, 95% des formes graves sont des vaccinés et 90% des Covid sont des vaccinés. Ok. Bon. C'est énorme. Et Aviv nous dit, il faut absolument, puis il prévient tout le monde, il dit arrêtez le vaccin. Ok. Non, il n'est pas le seul en Israël. Il y a d'autres médecins pour dire qu'il faut continuer. Ok. Bon, vu ce qu'on est en train de dire, je pense être à peu près sûr que je vais devoir supprimer la vidéo à la fin sur YouTube. Autrement, ma chaîne va sauter et celle de Réinfo Covid aussi. Je vais devoir prévenir Louis qui s'occupe de ça. Ok. À qui que ce soit, je suis là pour dire simplement ce que je vois. Ah oui. Non, mais je sais, mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Hein. La doxa aujourd'hui, c'est les vaccins sont sûrs et efficaces. On a le droit de discuter de tout sauf des chiffres. Enfin, on entend des imbécilités d'une crasse. C'est tellement affreux qu'on se demande si on n'est pas en train de faire un cauchemar. Et du coup, dire les vérités, ça devient difficile et très soumis à la censure. Entre parenthèses, Kobe Aviv a parlé sur une chaîne de télévision qui est publique. Ok. Et souvent, le journal Haaretz donne des résultats semblables. Hein. Donc, ils avouent la réalité quand même de ce qui se passe en Israël. Donc, il y a peut-être plus de démocratie en Israël que chez nous. Ouais, peut-être, quoique ils en sont quand même à la 4e dose, mais bon, enfin, il y a des espaces de liberté et des espaces de contraintes très fortes. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes, donc peut-être vaccinées, double dosées, triple dosées, peut-être qui nous regardent ce soir et qui se disent oula, j'ai peut-être fait une bêtise. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors moi, je vois régulièrement des personnes vaccinées à mon cabinet et je fais très attention à eux et je vais être là pour eux. Hein. Moi, je ne fais pas la différence entre une personne vaccinée et une personne non vaccinée. Quand je retrouve des D-dimères élevés et des CRP élevés, j'essaye de ne pas les inquiéter et puis de dire il y a des traitements, il y a sûrement quelque chose à faire, mais il faut absolument qu'on aille faire quand même un bilan avant ça. Heureusement, on ne trouve rien. Mais j'insiste pour qu'ils fassent quand même régulièrement des analyses de sang pour contrôler leur sang et faire attention. Maintenant, je conseille toutes les personnes vaccinées à aller chez leur médecin généraliste ou aller chez un médecin et faire une analyse de sang. Alors, une chose dont je n'ai pas parlé aussi, c'est les CPK et les troponines. Les CPK, c'est une enzyme musculaire qui vient du cœur. Parce qu'on sait par Pfizer, BioNTech, Moderna, et ils nous ont envoyé un papier lorsqu'on a commencé la vaccination chez les jeunes enfants, les 12-18 ans, pas les jeunes, les ados de 12-18 ans, lorsqu'on a commencé cette vaccination, ils nous ont envoyé un papier pour nous dire vous allez avoir des myocardites et des péricardites chez les jeunes. Et puis ils nous disent l'évolution d'une myocardite et d'une péricardite, c'est l'évolution chez un vacciné, c'est l'évolution normale d'une myocardite et d'une péricardite. Ils ne veulent pas dire qu'on risque un arrêt cardiaque. Mais même quand mettent à la fin que le médecin est responsable de sa vaccination et qu'il doit prévenir le patient qu'il vaccine qu'il peut avoir un infarctus du myocarde. C'est écrit, hein, c'est écrit, noir sur blanc. Hein, ça, je peux vous l'envoyer, cette feuille. Ça nous a été envoyé par la direction de Pfizer, BioNTech, Moderna de Bruxelles. D'accord. Donc, les CPK, les troponines, c'est aussi un facteur que je regarde régulièrement. C'est des enzymes c'est des facteurs d'enzymes cardiaques. Lorsque vous avez une inflammation, une myocardite au niveau du cœur, vous allez avoir une augmentation des CPK-MB et des troponines. Donc, ça aussi, c'est des choses à regarder. Donc, plusieurs facteurs à regarder pour les patients vaccinés. Les D-dimères, la CRP, la ferritine qui peut augmenter aussi, qui peut être en rapport avec un métal qui serait dans le vaccin. Ça, je l'ai cherché pour ça aussi, la ferritine. Et j'ai un de mes collègues qui est microbiologiste qui m'a dit qu'il avait beaucoup de ferritine élevée et que c'était probablement en rapport avec le vaccin, mais moi, j'en ai pas vu tellement. J'en ai vu des très, très élevés, mais j'en ai pas vu tellement. Les CPK et les troponines pour regarder s'il n'y a pas une myocardite, un début de myocardite ou de péricardite au niveau du cœur. Dans les chiffres, je vais parler de la myocardite là. Dans les chiffres de myocardite, on peut considérer qu'il y a seulement une myocardite sur 100 qui va décéder lors des effets indésirables du vaccin.
Donc c'est très peu, ça reste peu, et il y a pas trop de myocardite, mais il y en a quand même. Par contre, ce qui est très, très important, c'est qu'une myocardite, et ça je ne le savais pas, je l'ai appris des cardiologues et justement des pathologistes, des histopathologistes en Allemagne. Ils disent qu'une myocardite, c'est 50 de décès à 5 ans et Mmh. énormément de décès à 10 ans. Ah oui. Donc l'avenir d'une personne qui a une myocardite avec le vaccin, c'est des risques énormes. Mmh. Donc, en fait, on en est toujours à cette question. On dit, est-ce que ce vaccin, en plus, pour l'épidémie qu'on a de Covid, et tout le monde commence à dire que l'épidémie n'est pas plus grave qu'une grippe, Mmh. est-ce que ça vaut le coup de faire un vaccin avec autant de risques? Et on a les éléments maintenant, on a les éléments pour dire qu'il y a un risque qui est énorme à moyen ou long terme. Donc il est temps encore d'arrêter, et je crois que j'aimerais pas être à la place des décideurs qui nous demandent de continuer ce vaccin, en plus de faire le vaccin chez des enfants de 5 à 12 ans. Mmh. Et Bah, pour moi, c'est de la folie, hein. Actuellement, la vaccination chez les adolescents de 12-18 ans, on a plus de morts avec la vaccination qu'avec le Covid. il y a pas de mort avec le Covid, donc c'est vite vu. Oui. OK. Bah, je pense que là où on en est, vu tous les éléments qui remontent avec les analyses statistiques de partout, c'est si on veut forcer à la vaccination avec plein de guillemets, c'est une volonté de nuire, tout simplement. Enfin, il y a pas d'autre raison. Je vois pas d'autre chose en tout cas. Ou bien de suivre des contrats très très bizarres qui ont été faits avec les fabricants. J'avais aussi des questions par rapport aux femmes enceintes, puisque c'est la première fois, je pense, qu'on dit qu'il faut absolument vacciner les femmes enceintes, alors qu'avant, on disait au contraire, femme enceinte, on n'y touche pas, on fait rien. Et là, c'est oui, absolument, il faut absolument vacciner une femme enceinte pour la protéger de ce méchant Covid. Qu'est-ce qu'elles peuvent. Est-ce que tu as des femmes enceintes vaccinées dans ta patientèle? Est-ce qu'on a des retours sur comment ça se passe pour elles? Alors, j'ai pas. En plus, je suis arrivé à réunir une cinquantaine de médecins qui pensent comme moi au Luxembourg, et puis on se réunit régulièrement. Et parmi les médecins qu'on a, on a trois gynécologues. Mhm. Très intéressant d'avoir un retour, mais ils n'ont pas vu énormément de choses. Par contre, les résultats qui sont un peu qui sont inquiétants, c'est les résultats qu'on a au niveau du CDC qui ont été retrouvés que Christine Coton a fait un gros travail, et elle a présenté son travail sur François. Mhm. Elle a retrouvé dans les résultats du CDC, du Center of Control Disease aux États-Unis, elle a retrouvé énormément de problèmes. Il y a 27% de fausses couches, il y a 10% de prématurité grave, il y a, il y a 4% de malformations chez les enfants. Ouais, c'est des chiffres très très élevés là. Hein. Les chiffres sont élevés. Et on a regardé avec Hervé Seligman, on a regardé les commentaires, parce qu'au niveau du CDC, ils mettent des commentaires sur tous les effets indésirables au niveau gynécologique, et on a recherché les clots au niveau du placenta. Et on a Okay. retrouvé plein de descriptions de clots. Les clots, c'est des thromboses, c'est des caillots au niveau du placenta. Et on a retrouvé plein de descriptions au niveau des descriptions du CDC de clots placentaires. Donc, on retrouve ces microthromboses ou ces thromboses au niveau du placenta des bébés qui naissent, qui seraient également dans la continuité de la physiopathologie qu'on retrouve avec les vaccins. Donc il y a des bébés qui naissent vivants avec un placenta plein de caillots. En fait, on fait toujours une analyse du placenta après la naissance, et puis on va regarder, on peut même l'envoyer en histologie pour regarder Mmh. s'il y a des thromboses au niveau du placenta. Et Mmh. apparemment, alors ça, j'ai vu des infirmières aussi, des sages-femmes qui m'ont dit, parce que c'est souvent les sages-femmes qui vont analyser le placenta, et elles m'ont dit qu'elles retrouvaient régulièrement des petites thromboses au niveau du placenta qu'elles n'avaient jamais vues avant. D'accord. OK. Ça, ce Ah, serait une étude à faire. Il faudrait absolument faire ces études et analyser tous les placentas, et peut-être envoyer en histologie tous les placentas et regarder s'il y a des résultats comme ça. mmh. Et Mmh. des analyses qui seraient très intéressantes. Mais Mmh. est-ce qu'on est dans la vigilance ou est-ce qu'on est dans la propagande vaccinale? Si on est dans la propagande vaccinale, il ne faut absolument pas trouver de problème. Si on Mmh. est dans la vigilance, il faut savoir quels sont les risques pour la population. Mmh. OK. Et il y a pas encore de bébés, qui soient nés à terme depuis la vaccination? De bébés de femmes enceintes qui auraient été vaccinés?
quand même. Si, il y en a quand Ouais. même. Parce que comme ça a commencé vers février-mars, on arrive juste aux 9 mois post début de vaccination, j'ai l'impression. Je sais pas du coup. Une chose que j'ai entendue des gynécologues, là, ils m'ont dit qu'ils avaient beaucoup plus d'enfants qui étaient avec un poids inférieur, avec des poids de moins de 3 kilos. Donc ça aussi, on ne sait pas pourquoi. Ils ont normalement des bébés qui font entre 3 et 4 kilos, et là, on a beaucoup d'enfants qui font moins de 3 kilos. Donc, Okay. on ne sait pas. Là, On peut penser, mais il y a des études à faire, il y a sûrement une enquête à faire là-dessus. Est-ce que les États veulent faire une enquête pour remarquer qu'il y a des problèmes? J'ai sélectionné une question, là, une personne qui demande le taux de dédimère peut-il s'envoler plusieurs mois après avoir été vacciné? Une amie de 34 ans a eu une douleur dans la poitrine et de l'urticaire. La prise de sang a révélé un fort taux de dédimère, donc 2200, alors que la norme est de 500. Est-ce que ça peut arriver tardivement, ces dédimères qui s'envolent? Oui, je confirme. C'est des personnes qui ont des dédimères qui sont élevés 2 jours après la vaccination ou 6 mois après la vaccination. C'est des personnes qui sont âgées, c'est des personnes qui sont jeunes, c'est des femmes, c'est des hommes. Il n'y a pas de distribution là-dedans. J'ai eu des dédimères très, très longtemps après la vaccination. C'est-à-dire que des personnes qui n'avaient pas de dédimère élevé juste après, mais plusieurs mois, là, ça explose, c'est ça? Un patient qui a environ 65 ans, qui a fait le vaccin directement au mois de février, et au mois de juillet, je trouvais 5000 de dédimères chez lui. Ah oui. Donc c'était très longtemps après. Ok. J'ai une question très pratico-pratique, mais je ne connais pas cette réponse, donc je la pose aussi. Frédéric qui demande qui décrète la nécessité d'une autopsie et quels sont les critères? Parce que aujourd'hui, j'entends moi qu'il y aurait besoin de faire beaucoup d'autopsies chez les personnes vaccinées pour savoir s'ils sont morts de quelque chose, de cette nouvelle pathologie créée par le vaccin a priori, ou bien si c'est des morts naturelles. Comment on fait pour dire telle personne, faut la faire une autopsie ou pas? Alors, je vais vous dire comment ça se passe au Luxembourg, mais je n'ai pas la certitude de ce que ça soit la même chose en France. Mais je pense que c'est la même chose en France. Lorsqu'on fait un certificat de décès, on peut dire que la mort est suspecte. Et donc, demander une autopsie. Le médecin généraliste peut demander une autopsie, mais le procureur a la capacité à refuser l'autopsie. C'est le procureur, normalement, qui doit décider si on fait une autopsie ou pas, parce que c'est une autopsie qui est payée par l'État. C'est donc de l'ordre judiciaire pour voir s'il y a un problème au niveau. C'est souvent pour des enquêtes criminelles en général. Donc, c'est le judiciaire qui décide si on fait l'autopsie ou pas. Donc, une autopsie peut être refusée par un procureur ici au Luxembourg et je pense aussi en France. Maintenant, il y a une loi qui est sortie en Allemagne il y a environ un mois, où depuis qu'ils ont fait les autopsies justement à Reutlingen et à Heidelberg, ils ont donné l'accord au public de pouvoir décider d'une autopsie. C'est-à-dire que les gens peuvent demander l'autopsie, mais ils sont obligés de la payer eux-mêmes. Ok. Une autopsie coûte quand même un peu cher, ça doit coûter 2000 €, mais ils peuvent décider de l'autopsie. Ils peuvent demander l'autopsie par eux-mêmes. Sans passer par le médecin ou qui que ce soit, c'est ça? Sans passer par le médecin et sans passer par un procureur. Apparemment, ils ont le droit de demander. On a eu un cas ici au Luxembourg avec une personne âgée de 70 ans qui était décédée et la famille avait demandé une autopsie et elle avait été refusée par le médecin. Et ils sont passés par un avocat, par le tribunal, par le judiciaire pour pouvoir demander l'autopsie. L'autopsie a été acceptée et la dame a été reclassée comme décédée du vaccin. Au Luxembourg, donc? Oui, au Luxembourg. D'accord. Donc ça viendrait contredire, ce qui est très étonnant, le ministre français Olivier Véran, qu'il n'y avait aucune mort ou même aucun, je ne sais plus comment il a dit ça. Enfin, il y a une phrase qu'il a dite récemment, genre les vaccins sont sûrs et efficaces, cherchez pas, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est grave. Ouais. J'ose dire c'est grave parce que c'est incroyable. Et j'espère qu'il sait à quel point il est responsable lorsqu'il dit quelque chose comme ça. Parce que si un jour on arrive vraiment à dire le nombre de personnes qui sont décédées des vaccins et le certifier, à ce moment-là, je ne sais pas où c'est qu'il va se mettre, je ne sais pas où c'est qu'il va se cacher. J'ai ce genre de question qui revient souvent. Est-ce que la spike se transmet sexuellement d'un vacciné à un non vacciné?
Alors, obligatoirement, oui. Pourquoi? Là, j'ai la chance aussi d'avoir Hervé Seligman qui est avec moi et qui a fait une étude sur justement sur la transmission de la spike et qui essaye de regarder s'il y a une corrélation entre la vaccination et les infections et la transmission des infections. Il est probable qu'il y ait une contagiosité, mais de toute façon, sur le plan sexuel, on va simplement dire sur le plan sexuel, les spermatozoïdes, obligatoirement, peuvent transporter la spike. Et les cellules de Sertoli, qui sont des cellules qui sont très très importantes, peuvent transporter non seulement la spike, mais peuvent transporter l'ARN qui est transmis par le vaccin et peuvent normalement emmener, même transférer un spermatozoïde peut se retrouver avec une cellule de Sertoli. L'ARN peut être transmis à un enfant. Ça, c'est pratiquement sûr maintenant. On a la certitude de ça. Et Alexandra Henrion-Code en parlait, elle nous avait dit de faire très très attention à ça. C'est-à-dire que les bébés de vaccinés pourraient du coup intégrer dans leur génome de l'ARN vaccinal. Et maintenant sûr et certain, on peut le dire. Bon, bah ça promet tout ça. Ouais. Oui, bah c'est ce que j'ai dit récemment. Ça a été censuré par Twitter. Mon compte Twitter est censuré là actuellement, il est bloqué. On est dans des sacrifices humains. Moi, j'avais dit ça par rapport aux jeunes qu'on veut vacciner, puisqu'il n'y a aucun bénéfice prouvable chez eux. Enfin, c'est clair que c'est forcément une balance bénéfice-risque qui est très très défavorable. Donc, on peut parler de sacrifice. Mais là, ça ressemble un peu à ça quand même, cette volonté de vacciner à tout va, les vieux, les moins vieux, les jeunes, bientôt les petits-enfants, voire les bébés probablement. C'est très très inquiétant quand même. Je suis plutôt optimiste normalement, mais et en fait, j'entendais Montagnier, j'entendais Perron, j'entendais McCullough aux États-Unis, Zelenko qui est catastrophique, Vanden Bosch qui est aussi catastrophique. Et je voulais pas tellement les croire parce que j'ai un espèce de déni et je veux toujours croire en positif et toujours avoir un espoir. Ouais, j'essaie de rester positif. Mais en voyant les résultats que j'ai au niveau des analyses de sang, je suis quand même obligé par moi-même de reconnaître qu'il y a un énorme problème et un risque qui va être peut-être très très important à moyen ou long terme. Et avec Hervé Seligman, on est toujours en train de regarder les statistiques. Actuellement, sur Euromomo, vous avez dans les tranches de 15 à 45 ans et de 40 à 65 ans, vous avez une augmentation de la mortalité dans cette tranche d'âge qui est supérieure à 50%, entre 50 et 100% en Europe. Exemple, par semaine, la tranche de 15 à 65 ans, dans la tranche de 15 à 45 ans, vous avez normalement 7000 morts par semaine en Europe. Et là, vous avez un excès de mortalité de 4500 morts par semaine. C'est-à-dire que vous passez de 7000 morts à environ 12 000 morts par semaine. Et il n'y a pas d'explication à ça. Donc, on ne sait pas. Et l'augmentation est régulière. Elle est régulière depuis le mois de février. Donc, il se passe quelque chose. Ouais. Et on est en train de suivre ça régulièrement et on se dit il va se passer une catastrophe quand même. On est en train de voir la catastrophe arriver et on attend qu'elle soit vraiment visible, malheureusement. Alors, j'avais interviewé Astrid Stuckelberger au mois d'août, je crois, qui parlait de différents remèdes éventuels pour se débarrasser de certaines particules qui pourraient se trouver dans les vaccins, notamment de l'oxyde de graphène, mais je suis pas sûr qu'on ait encore une conclusion définitive sur est-ce qu'il y en a ou pas. Mais elle parlait à l'époque de glutathion, de suramine. Je sais plus exactement quels étaient les différentes remèdes ou suppléments qui auraient été intéressants. Est-ce que tu as des retours par rapport à ça de personnes qui auraient testé justement certaines approches pour se détoxifier, entre guillemets, suite au vaccin? Alors, je suis médecin généraliste, je vois 50 personnes par jour. J'ai des gens qui viennent tous les jours me demander est-ce que vous avez des remèdes? Est-ce que vous avez des produits pour désintoxifier? Parce qu'il y a des vaccinés qui viennent chez moi pour me demander si je peux leur donner des traitements pour ça. Et ils viennent avec leurs théories tous, parce qu'ils ont tous regardé les complotistes, on se comprend bien, les complotistes sur les réseaux sociaux qui nous disent qu'il y a du graphène, qu'il y a des troubles de l'immunité, qu'il y aura de la stérilité, etc. etc.
Oui, toutes ces théories sont possibles, tous les traitements sont possibles et j'ai des traitements et le glutathion en est un et je donne des traitements, je donne de l'aspirine surtout et du glutathion, oui, surtout de l'N-acétylcystéine qui est Oui, un le NAC, j'ai oublié, oui. précurseur du glutathion. Ouais. Bon, maintenant, aller chercher dans toutes les théories, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. On n'a pas besoin d'aller chercher dans toutes ces théories. On a déjà les éléments officiels pour dire il se passe quelque chose. Donc, j'insiste, et je suis peut-être un précurseur dans cette recherche. Les D-dimères et les CRP sont deux éléments de gravité dans la vaccination. Si on regarde déjà ces deux éléments, on a déjà les éléments principaux pour regarder si les gens vont faire des problèmes ou pas, les vaccinés vont faire des problèmes ou pas. Et, et bon, il faudrait pousser le plus rapidement possible les responsables à faire des études et les centres hospitaliers à faire des études de façon à regarder toute la pathogénicité de ce vaccin. Il faut que les gens s'y intéressent. Pour que les gens s'y intéressent, il faut que les gens aillent faire des analyses de sang. Je pense que le jour où les médecins feront des analyses de sang et regarderont ça, ils vont obligatoirement trouver ces résultats qui sont anormaux. Et les gens vont commencer à s'inquiéter. Et plus les gens vont commencer à s'inquiéter, plus ils en parleront et plus on arrivera à arrêter tout ce système. Donc, J'espère. quelque part, il faudrait encourager fortement les personnes qui ont été vaccinées à faire ces analyses de sang, au moins les D-dimères et la CRP, c'est ça? Le plus rapidement possible. Et plus il y en aura qui feront ces analyses, et plus il y aura de médecins qui feront ces analyses, et plus on arrivera à comprendre ce qui se passe et surtout à arrêter le risque. Mmh. Je dis même pas arrêter le vaccin, mais je dis qu'on arrête le risque du vaccin. Ouais. Donc, CRP, D-dimère, CPK et troponine, hein, c'est bien ça? Les 4 gros et ferritine éventuellement aussi? Et la ferritine aussi, ouais. OK, et ça permettrait d'avoir une vue d'ensemble, enfin déjà que les gens prennent conscience qu'il y a un truc qui va pas et que Ça ça remonte. Parce que là aujourd'hui, personne ne non, parle de ça dans les médias. ils nous ont fait peur avec les tests positifs et bon, maintenant, j'ai préféré que les gens commencent à avoir peur justement avec ces facteurs. Mmh. Moi, je veux pas faire peur aux gens, mais malheureusement, je suis pas là pour, je suis pas là pour cacher la vérité. Mmh. Une chose, si le vaccin est vraiment une catastrophe, est-ce que vous imaginez que les gens vont vouloir encore faire des vaccins à l'avenir? Mmh. Plus personne ne voudra faire un vaccin. Mmh. C'est ce qui se passe en Afrique. Il y a des endroits où ils ont fait des vaccinations avec le vaccin de la polio, un vaccin oral qui a donné énormément de paralysie flasque. Il n'y a Mmh. plus personne qui veut faire des vaccins. Mmh. Ouais. Donc, cette propagande vaccinale avec un vaccin qui est mauvais, on peut le dire, hein, je peux le dire avec certitude, c'est un mauvais vaccin. Ça va peut-être laisser des traces pour des centaines d'années. Mmh. OK. Si D'accord. la vérité éclate, mais pour le moment, on est encore, très, très écrasé par la propagande, vaccinale et les Il n'est pas, autorités de santé. pas possible que la vérité n'éclate pas. Mmh. Avec ce qu'on voit sur le plan histopathologique, il n'est pas possible, il est strictement impossible que la vérité n'éclate pas. Mmh. Donc, on a juste besoin, comme dit Raoult, la science, elle a le temps et la science, elle prouvera un jour. Mmh. OK. Donc pour récapituler, l'urgence aujourd'hui, ça serait pour les personnes vaccinées de faire ces tests, que j'ai dit. Donc, je récapitule. Ah oui, avant de récapituler, j'avais une autre question. Est-ce que, tu as fait des analyses de gamma GT? Oui, toujours. Et ça a pas Et non, j'ai pas vu de grand-chose, non. d'accord, OK. Donc je reviens sur les 5 paramètres donc, zut, D-dimère, ensuite CRP, CPK, troponine et ferritine. C'est bien ça? Voilà. 5 paramètres analysés d'urgence chez les personnes vaccinées. Ouais. Ensuite, je pense qu'il y aurait une autre, peut-être recommandation ou demande à faire, c'est que les personnes qui dans leur entourage ont un proche qui décède d'un truc, cardiaque un peu bizarre, un peu jeune peut-être, il faut demander une autopsie alors? Ils ont insisté pour faire des autopsies chez les personnes qui sont mortes de façon brutale avec une pathologie cardiovasculaire. Mmh. C'est important. Exemple, Et hein, je prends l'exemple, un médecin ici au Luxembourg, il a retrouvé son fils décédé au lit le matin. Ils n'ont pas fait d'autopsie. Il mmh, avait fait le vaccin, il n'avait aucune pathologie, il n'était pas dépressif, il n'y avait rien de spécial.
il est décédé le matin au lit, comme ça, subitement, il le retrouvait mort au lit. Mhm. Donc là, Bon, ouais. normalement, le procureur devrait, même si la famille ne veut pas faire d'autopsie, le procureur devrait demander une autopsie rien que Mm. pour la vigilance des vaccins. Mm, mm, mm. Bon, là, C'est un, c'est un problème de société, je pense. Ouais. C'est J'ai difficile, j'ai mis hein, le, c'est j'ai mis compliqué. le message d'Irina aussi là. Bonsoir à tous, soutien. Mon ami est décédé 9 jours après la deuxième dose, arrêt cardiaque massif. C'est des C'est choses. des choses qu'on voit régulièrement, hein. On entend Mm, mm, régulièrement des choses comme ça. J'ai mm, une dame qu'on a retrouvée morte dans sa cuisine, elle avait 50 ans. Le mm, mari l'a retrouvée morte dans sa cuisine. mm, Elle n'a pas mm. été déclarée morte du vaccin. Un autre, un propriétaire d'un café qui est mort sur son bar. On retrouve régulièrement, on entend régulièrement des histoires comme ça. Ça, moi, Mm. je parle uniquement des histoires au Luxembourg, mais il y a les histoires en France, on en a régulièrement entendu parler. Euh, des jeunes qui sont morts en Allemagne en faisant un sport, en faisant du sport, qui meurent sur le terrain de football. On a régulièrement ces histoires-là. Je crois qu'en Allemagne, là, actuellement, il y a 45 enfants qui sont morts de myocardite après le Mm. vaccin. Mm. Eux, ils ont été déclarés morts officiellement du vaccin, de D'accord. myocardite. Ouais. Et Et moi, j'ai vu des jeunes adolescents qui sont venus chez moi avec des douleurs cardiaques, hein, des infarctus de ah myocarde, que j'ai envoyés directement à l'hôpital. ah ouais. Et qui s'en sortent après, Ils s'en qui. sont sortis, là, mais Ouais. j'ai appris par la suite, et ça, je ne le savais pas, Mm. une myocardite chez un jeune, il a une espérance de vie qui est très, très réduite. Ouais, ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ok. D'ailleurs, c'est une question qui revient aussi. C'est pourquoi on voit. Alors, principalement, j'ai l'impression, c'est fréquent de voir des sportifs, pour le coup, qui tombent arrêt cardiaque, jeunes, des 20, 30, 40 ans. Pourquoi des sportifs en particulier? Est-ce que l'effort va augmenter le risque d'accident? Pourquoi c'est comme ça? Alors, la myocardite intervient surtout dans les 15 jours après la vaccination. Mhm. Et je prends l'exemple de la Belgique. La Belgique a demandé à tous les vaccinés de ne pas faire de sport dans les 15 jours après la vaccination. C'est bizarre, hein? C'est fou. C'est fou. Ouais. Ok. Et donc, éviter de faire du sport pendant 15 jours, ça limiterait le risque d'accident grave? Si on fait une inflammation, si on commence à faire une myocardite 15 jours après l'inflammation, dans les 15 jours après l'inflammation, vous avez une capacité cardiaque qui est diminuée et vous avez un risque, d'inflammation. Si vous avez une inflammation au niveau des muscles, vous pouvez avoir des microthromboses qui se font au niveau des artères de ces muscles, du muscle cardiaque, qui a été d'ailleurs retrouvé au niveau des autopsies qui ont été faites en Allemagne. Et si vous avez des microthromboses au niveau du muscle cardiaque, et ben vous avez beaucoup plus de chances de faire un infarctus du myocarde. Mhm. Et d'ailleurs, ils le disent. Le papier qui a été envoyé par Pfizer, BioNTech et Moderna, ils nous disent les médecins doivent prévenir les patients vaccinés qu'ils ont un risque d'avoir une douleur thoracique avec essoufflement et palpitations et qu'ils doivent tout de suite aller voir un service d'urgence dans ce cas-là. Mhm. Et, et est-ce qu'il y a des différences, est-ce que tu vois des différences chez les personnes vaccinées en termes de bilan sanguin, selon qu'elles aient pris le Pfizer, Moderna, Johnson ou AstraZeneca, ou c'est à peu près pareil? J'ai essayé de regarder, non, j'ai pas vu de différence. Mhm. Ok, ok. Bon, ils ont produit les mêmes saloperies. Ok. Euh, J'ai vu une étude apparemment qui est sortie du Japon apparemment où les lots seraient différents. Il y a un lot de vaccination qui a été renvoyé en Espagne par les Japonais et suite à ça, ils ont analysé les différents lots et ils ont remarqué que les lots étaient différents dans leur concentration de produits à l'intérieur. hmm, Certains avaient des métaux lourds et d'autres n'en avaient pas du tout. hmm, ok. Il est possible que les lots de vaccination soient différents des uns des autres. Hmm, hmm, hmm. Ça fait vraiment penser à une expérience quand même tout ça. C'est très très inquiétant en tout cas. Enfin, je vois beaucoup de messages. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent là. Ça va être très très partagé, je pense, l'émission. Ce que j'ai vu, c'est au niveau des analyses de sang, j'ai eu une période où j'avais rien du tout, j'avais aucun problème sur les analyses de sang. Et d'autres périodes où j'avais toujours plein de problèmes. J'ai eu une période au mois de juillet où j'avais rien, j'avais aucun problème avec les analyses de sang. Qu'est-ce que tu en déduis? Qu'est-ce que ça C'est veut dire? possible, et je me suis posé la question, j'en ai parlé Hmm, avec Hervé Seligman, on en parle hmm, régulièrement, et je me suis hmm, dit, mais il est possible que finalement les lots qu'ils ont fait au mois de juillet n'étaient pas pathogènes, je ne sais pas, hmm. j'en sais rien, je ne sais pas.
OK. Et ces mêmes personnes qui n'avaient pas de taux élevé, de marqueurs élevés au mois de juillet, si tu les retestes maintenant, elles ont toujours pas de marqueurs élevés? Je n'ai pas retesté cela. D'accord. Ça serait intéressant de voir, si c'est pas avec un peu de décalage du coup. Mmh. Mmh. J'ai déjà tellement de boulot. Ouais, je comprends. OK. Tellement. Je Bon, fais bah, mon possible, je fais mon possible, je travaille ouais. beaucoup. Et J'espère pouvoir me reposer un jour. est-ce que tu as essayé d'alerter les autorités, de santé luxembourgeoises ou même l'OMS, je sais pas, par rapport à ça? Il y a mon chien qui vient me dire bonjour. Hem, Mon chien qui est là derrière. Bonjour le chien. Le voilà, il s'appelle Yuri. C'est gentil. Fury. Je me laisse un peu tranquille. Hem, donc Est-ce que tu as pu faire remonter ça aux autorités et comment ça se passe quand tu leur parles de ça? Si jamais tu leur en parles? non, je suis au tribunal actuellement parce que, j'ai parlé, j'ai trop parlé, j'avais un devoir de discrétion et je n'ai pas obéi au code de déontologie luxembourgeois. Parce qu'en plus, j'ai traité des patients, j'avais pas le droit. J'ai fait des visites chez des patients, je n'avais pas le droit. Mmh. J'ai parlé des protocoles d'urgence, les protocoles d'urgence qui sont criminels pour moi. Mmh mh. Donc j'ai des problèmes avec la justice. J'ai été au tribunal administratif, ils ont demandé 1 an de suspension. Je suis en cours d'appel actuellement. Mmh mh. Pour l'instant, ils laissent filer. Maintenant, j'ai une grosse notoriété au Luxembourg dans la population. Mmh mh. Je suis connu parce que je suis le seul à parler Ah ouais, c'est incroyable ça, hein. et Et c'est tu un disais que tu avais 50 médecins qui pensent à peu près comme toi, mais ils osent pas parler eux? ben, ils ont des risques. Donc, Mmh. il y en a quelques-uns maintenant qui commencent à vouloir parler, mais pour l'instant, il n'y en a aucun qui a parlé et je les comprends parce que c'est un risque, hein. Mmh mh. Surtout s'ils sont jeunes. OK. Heu, donc, il est impossible que je parle avec les personnes, maintenant, il est possible que prochainement, je puisse avoir une, discussion avec la ministre de la santé. Le Mmh mh. directeur de la santé, je pense que c'est impossible de discuter avec lui. Les représentants, les médecins qui sont au conseil scientifique, je les connais. J'avais régulièrement des contacts avec eux. Il y a une des médecins qui est responsable scientifique au Luxembourg, à qui j'ai dit qu'elle n'avait pas les mêmes buts que moi dans la médecine, Mmh mh. pour être gentil. OK. Donc, je crois que j'ai pas de capacité à pouvoir parler avec eux. Ouais, je comprends, ouais, c'est pas évident. Je dérange énormément. Mmh mh. Malheureusement, j'insiste, moi, oui, autre chose. Depuis l'année dernière, j'ai traité avec l'hydroxychloroquine, avec l'azithromycine, avec l'ivermectine et pour l'instant, je connais aucun mort dans ma clientèle Mmh et je mh. dois être maintenant à 800 traitements environ. Mmh mh. OK. Donc je dérange énormément et j'ai pas de plainte contre moi non plus. Donc ça aussi, ça dérange énormément. Mmh. Les seules plaintes que j'ai viennent du collège médical, qui est l'ordre des médecins luxembourgeois, qui n'est pas d'accord parce que je n'ai pas obéi. D'accord, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de traiter les gens, un médecin n'a pas le droit de traiter les gens aujourd'hui, c'est ça? Enfin, Non, du Covid? Mmh. c'est-à-dire que j'ai pris un risque avec mes patients en leur donnant de l'hydroxychloroquine, en leur Mmh. donnant de l'azithromycine. Mmh mh. Donc moi, je OK. considère que je les ai traités et ils ont considéré que je prenais un risque si j'allais visiter mes patients à domicile, alors qu'ils étaient en train de suffoquer. Mmh. Donc je n'avais pas le droit. Tout est inversé, c'est juste délirant. Enfin bon, OK. C'est comme ça partout malheureusement. C'est ce que j'appelle la non-assistance en personne en danger légale. Bien sûr. Mmh. Maintenant, c'est devenu légal de laisser mourir les gens à domicile. Mmh mh. OK, bon, merci beaucoup pour, cet entretien, fascinant, très inquiétant. J'espère que ça va réveiller beaucoup de gens parce qu'il est temps. Tu as quelque chose à dire pour finir peut-être ou? Alors, j'insiste peut-être sur une chose, les médecins généralistes sont très importants dans le Covid et dans la vaccination. C'est eux qui peuvent, premièrement, les Covid, les traiter, les voir directement, voir avant qu'ils fassent des complications. Donc, les médecins généralistes sont les plus importants dans le Covid, dans l'histoire du Covid. C'est eux qui vont faire le diagnostic, c'est eux qui peuvent les traiter et les empêcher de faire des complications, c'est eux qui peuvent aller les suivre pour les empêcher qu'ils meurent, c'est eux qui peuvent voir les vaccinés et regarder s'il y a un risque chez les vaccinés avant qu'ils fassent un problème, alors qu'ils sont encore bien, qu'ils sont juste fatigués. C'est eux qui ont un rôle très très important. La première ligne dans le Covid, c'est le plus important. Mmh mh. D'accord?
Donc aujourd'hui, il s'agit de. Alors, la grosse difficulté, malheureusement, c'est qu'en tout cas en France, peut-être que c'est moins comme ça au Luxembourg, mais en France, la plupart des gens qui ont affaire à leur médecin généraliste, le médecin généraliste veut les vacciner, quasiment les forcer à les vacciner, à se passer de leur consentement, etc. Enfin, c'est devenu la norme, hein, et surtout pas à les traiter. Alors, j'ai des médecins. Là, je suis arrivé à réunir une cinquantaine de médecins. J'ai des médecins qui me téléphonent, qui me disent: Benoît, on a compris, on arrête. Parce que moralement, on ne peut plus continuer comme ça. Mmh. On a fait le vaccin, mais nous, on ne peut plus continuer comme ça parce qu'on voit les résultats. C'est une politique, on sait que ce n'est pas de la médecine ce qu'on est en train de faire. C'est des médecins luxembourgeois ou il y a des Français aussi? Alors, c'est des médecins qui sont. Au Luxembourg, c'est très intéressant le Luxembourg parce que c'est international. Mmh. On a des médecins qui viennent de partout, on a une population qui vient de partout. C'est Mmh. une population qui est vraiment internationale. Moi, il m'arrive de voir 20 nationalités dans la journée, Mmh. régulièrement. Donc, on a des médecins qui sont d'origine belge, d'origine française, allemande surtout, mais ça peut être aussi des Portugais, ça peut être. Il y a vraiment toutes les nationalités qui sont ici. Mmh. Donc, c'est très intéressant. Mais tu Donc, parles de médecins qui exercent au Luxembourg, hein, qui sont pas sous la loi française, du coup? des médecins qui sont au Luxembourg. D'accord, d'accord. Cet OK. après-midi, j'ai vu un médecin qui est roumain, là, qui vient de s'installer ici au Luxembourg. Mmh. OK, Mmh. d'accord. OK, donc c'est, bon, en tout cas, ceux-là, il y a une cinquantaine au moins de médecins au Luxembourg, ce qui est beaucoup, pour ce petit pays, je trouve. Cinquantaine, j'ai réuni 50 médecins, mais j'en connais au moins 200. Ah ouais, Il y a donc c'est énorme. Donc il y a une vraie prise de conscience de la part des médecins au Luxembourg. 2000 médecins, il y a 2000 médecins au Luxembourg. Mais je C'est pense qu'il y en a 200 qui ont des doutes ou oui, qui sont d'accord avec moi. Et ça d'ailleurs, c'est énorme. ils me téléphonent ou ils m'écrivent, hein, me disent bravo, continue, etc. Bah, je suis très impressionné de ce chiffre qui est gigantesque, je trouve. OK, Moi, bon. maintenant, ça fait depuis le mois de janvier que je suis connu et ils sont pas arrivés à m'empêcher de parler. Ils sont pas, Mmh. j'ai fait des petites vidéos avec avec des vidéastes ou des réseaux sociaux au Luxembourg. J'ai fait des vidéos pour parler de ce qui se passe et de ce que je vois. J'essaie, je dis toujours, je donne jamais mon avis. Je donne ce que je vois factuellement. Mmh. Donc, j'ai été suivi par beaucoup de personnes. Depuis maintenant, j'ai quand même une grosse notoriété ici au Luxembourg et il y a tout un réseau de personnes qui est autour de moi et j'ai des appels de personnes plus ou moins importantes régulièrement. Mmh. Donc, OK. j'ai un soutien. Et peut-être que d'ailleurs ce soutien me protège parce que ça fait déjà 2 mois que j'attends qu'ils me donnent la date de la cour d'appel et pour l'instant, ils ne me la donnent toujours pas. Mmh. J'attends. Peut-être que je vais les stimuler ce soir, là. Je sais pas. Bah, je sais pas, j'espère qu'il va ressortir du positif pour tout le monde de cette vidéo, aussi bien pour toi que pour, les personnes qui nous écoutent et les vaccinés qui sont peut-être en danger, grave, malheureusement. Donc, bon, Le risque est là. ouais, OK. Bon, bah, merci franchement, c'est vraiment j'ai trouvé ça passionnant. Merci beaucoup, de m'avoir accordé ce temps et d'avoir échangé ces informations, notamment des informations, récentes, sur ces nouveaux marqueurs, pas que les dédimères. Tu veux dire une dernière chose? Moi, j'ai été très, très content d'être avec toi parce que j'ai appris beaucoup de choses grâce à toi et je te remercie pour tout le travail que tu as fait, tout le travail d'information que tu nous as donné parce qu'on a appris beaucoup de choses grâce à toi aussi. OK, bah, écoute, merci beaucoup. Je suis très content et ça va continuer. D'ailleurs, je vous retrouverai, la semaine prochaine, avec, Denis Rancourt et Marine Baudin. On parlera encore des analyses de mortalité qui, encore une fois, aux États-Unis, montrent qu'on ne voit pas de traces de pandémie. Par contre, on voit des traces de politiques dites sanitaires qui ont des conséquences catastrophiques. Ouais. Voilà, donc ça va être Hein, un ça beau change sujet. beaucoup aux États-Unis hein, Mmh. actuellement. Mmh mh. Et peut-être la politique, quoi. Les, euh, les États américains vont peut-être faire changer toute la donne et peut-être renverser tout le système. Je ne sais pas. On verra. On espère. Suspense, suspense. Bon, en tout cas, merci à tous. Ah bah attendez, comment c'est? Je voulais mettre. Oups. Bon, bah je sais plus je sais pas où est passé mon petit générique de fin. Bon, bah c'est pas grave, tant pis. Et bah, bonne soirée à toi, Benoît. Merci beaucoup pour cet entretien. Bonne soirée à tout le monde. Prenez soin de vous, puis partagez cette vidéo. Je vais peut-être la retirer de YouTube bientôt. Je suis pas encore sûr. Peut-être que YouTube va faire une exception, ne va pas la censurer, je ne sais pas. En tout cas, elle sera sur Crowdbunker, sur Facebook et je ferai une newsletter que je ferai partir bientôt là-dessus aussi. Voilà. Merci à toi, Benoît. Merci à tout le monde. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.